échanger. Et donc, j'appelle Aurélia Gérard, parce qu'elle est là. Elle est là, voilà. Et ensuite, nous échangeons. Donc merci d'être là. Vous êtes juriste de formation et vous êtes spécialisé depuis 15 ans dans le domaine des indemnisations des victimes d'accidents, de tout accidents corporels, bien sûr. Et vous vous intéressez au case management, décidément on va trouver qu'il a aujourd'hui. Donc c'est le case management, si j'ai bien compris, c'est un dispositif d'accompagnement qui a pour vocation de développer le pouvoir d'agir des bénéficiaires. Donc c'est du case management pour l'empowerment. Si voilà. Qui s'appuie sur l'empowerment. Et donc, après avoir travaillé dans une compagnie d'assurance, vous avez créé votre cabinet d'expertise qui s'appelle Carafi. Je vous laisse la parole sur la question des femmes et handicap et comment on gère le « et », puisque c'est ça la question d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais déjà commencer par remercier vivement l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir de m'avoir invité à participer à ce colloque qui porte sur un thème passionnant qui est l'empowerment par le sport pour les femmes en situation de handicap. Donc, ça vient d'être rappelé, moi je travaille depuis 15 ans dans le domaine du handicap et je me consacre donc, avec le cabinet d'expertise que j'ai créé il y a 1 an et avec l'association française de case management dont je suis la présidente, au développement de ce dispositif d'accompagnement qui est très innovant et qui place le développement du pouvoir d'agir des bénéficiaires au cœur de la démarche. Donc moi je suis chargée de vous présenter ce concept qui est très à la mode, mais parfois un peu flou, d'empowerment, et de mettre en lumière le lien qu'il peut avoir avec le handicap, les femmes et le sport. Donc je vais l'aborder sous un angle assez théorique. Il y a beaucoup de très beaux témoignages aujourd'hui et j'aimerais amener du grain à moudre pour animer le débat. Donc je vais m'attacher dans un premier temps à définir les contours de l'empowerment pour rechercher la définition qui correspond le mieux à la problématique qui est posée par ce colloque. Et puis je présenterai ensuite le mécanisme de l'empowerment et l'accompagnement qu'il est nécessaire de mettre en place pour les publics en situation de fragilité. Donc en ce qui concerne la définition de l'empowerment, je me suis aperçue que ce terme est utilisé dans des contextes extrêmement différents. Ça va aller des organisations internationales qui vont œuvrer dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, à des coachs qui vont intervenir dans des formations de développement personnel dans l'entreprise par exemple. Toutefois, ce concept qui est devenu très populaire depuis 2 décennies est rarement défini par ceux qui l'emploient. Et donc je me suis interrogée sur la façon de préparer mon intervention aujourd'hui pour sortir du discours un petit peu édulcoré habituel qui entoure ce concept d'empowerment et puis pour apporter des éléments de réflexion sur cette thématique particulière du sport et des femmes en situation de handicap. Donc je suis d'abord repartie de l'étymologie du mot empowerment pour rechercher dans la racine du terme son sens originel et puis essayer de trouver une traduction possible. Alors la langue anglaise en fait présente cette particularité d'être extrêmement synthétique, c'est-à-dire qu'on peut exprimer plusieurs idées en quelques syllabes, là où il faut en français une série de locutions pour restituer un concept dans toutes ses nuances. Donc en anglais, le préfixe M signifie à l'intérieur, ou il peut aussi signifier une mise en état. Le mot power signifie pouvoir, et le suffixe ment décrit un résultat ou le moyen d'une action. Et donc déjà, je me suis aperçue qu'à partir même de la racine étymologique de ce mot, il y avait plusieurs conceptions possibles. En fait, le pouvoir est soit un moyen, soit un résultat, et puis il s'agit soit de quelque chose qu'on inculque, soit d'un état latent qu'on va développer. Donc finalement, empowerment, ça peut signifier aussi bien donner la capacité d'acquérir le pouvoir ou se mettre en capacité de développer du pouvoir. En d'autres termes, le pouvoir peut être envisagé soit comme un objectif à atteindre, soit comme une ressource à développer. Et nous verrons que la nuance est d'importance, parce que les implications au niveau individuel ou collectif vont être très différentes
selon la conception que l'on retient. Alors, les traductions habituellement retenues en français sont pouvoir d'agir, ou alors un autre terme qui est aussi capacitation, qui est en réalité un dérivé de la traduction littérale d'un autre anglicisme, capability, que j'évoquerai un petit peu plus loin. Et en fait, aucune traduction n'est pleinement satisfaisante parce qu'elle ne retranscrive pas le concept d'empowerment dans toutes ses dimensions. En réalité, si on devait utiliser un terme français, il faudrait utiliser un néologisme de type empouvoirment, ce qui n'est pas très joli. Et donc, pour la suite de l'exposé, moi je retiendrai en fait le terme empowerment, le terme anglais, pour ne pas dénaturer le concept originel. Alors, je vais vous exposer les différentes conceptions de l'empowerment. Je vais retourner d'abord aux origines. Le terme empowerment est né aux États-Unis, dans le contexte du mouvement d'émancipation des années 70, comme l'a rappelé Brigitte Nicoud, la power, le féminisme. Il a été utilisé pour la première fois officiellement en 1976 par Barbara Solomon dans un ouvrage qui s'intitulait Black Empowerment, Social Work in Oppressed Community. Donc il puise son inspiration dans des pensées aussi variées que le bouddhisme ou le freudisme, mais il renvoie à des notions telles que la capacité des individus et des collectivités à agir pour assurer leur bien-être ou leur droit de participer aux décisions qui les concernent. Et le terme a rencontré très rapidement un grand succès parce qu'il est à la fois percutant, vraiment 3 syllabes, on est sur une idée très forte, et puis positif, ça renvoie à quelque chose de très positif. Il a été repris par des activistes qui militent dans différents domaines, par des féministes, par des groupes qui luttent contre le racisme, contre l'homophobie. Puis les chercheurs ont commencé à l'utiliser, et puis également les organisations internationales de développement, justement comme la Banque mondiale. Et puis petit à petit, l'utilisation de ce terme a renvoyé à des conceptions différentes jusqu'à devenir un concept aujourd'hui qui est plutôt consensuel finalement, alors qu'il est né au cœur du mouvement contestataire. Donc l'empowerment a été en quelque sorte victime de son succès, puisqu'à force d'être employé à outrance, il est devenu une notion qu'on trouve floue et un petit peu difficile à définir. Pour retrouver les racines de l'empowerment et l'envisager dans toutes ces dimensions, j'ai choisi de vous exposer la façon dont il est appréhendé dans le champ sociopolitique et puis également dans le champ psychosocial, parce qu'il y a des nuances. Dans le champ sociopolitique, donc, je disais, il est né dans les mouvements contestataires nord-américains des années 70 qui se sont inspirés de la méthode de la conscientisation qui était développée par un philosophe et pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire et qui a développé cette notion dans un ouvrage qui s'intitule La pédagogie des opprimés, qui est paru en 1968. Puisqu'en fait, en Amérique latine, dans les années 60, il y avait des enjeux forts d'émancipation, à la fois individuelle, collective, sociale, et qui ont donné naissance au mouvement d'éducation populaire. L'objectif était de mobiliser les individus et les groupes marginalisés pour transformer les rapports de pouvoir et construire une société beaucoup plus équitable. Donc cet auteur, Paulo Freire, prône une méthode d'éducation active qui aide l'homme à prendre conscience de sa problématique, de sa condition de personne, et donc le sujet. Il va lui permettre d'acquérir des instruments qui lui permettent de faire des choix et qui vont faire qu'il se politisera lui-même. Ce concept de prise de conscience critique qui est développé par Paulo Freire invite l'individu oppressé à passer de la compréhension à l'action. Donc les mouvements contestataires américains qui sont à l'origine du concept d'empowerment avaient pour ambition de créer en fait un système dans lequel les minorités étaient en mesure de prendre elles-mêmes les décisions qui les concernaient directement. Donc c'était instaurer en fait un modèle de développement social bottom-up, comme il l'avait rappelé, dans lequel les destinataires des projets d'aide au développement sont acteurs du changement, par opposition au modèle top-down classique dans lequel les décisions sont prises par les élites. Et le concept d'empowerment comme moteur de développement social a été repris par les chercheurs, comme je le disais, puis par les organisations internationales qui étaient vraiment séduites par le potentiel qui était contenu dans le terme. En revanche, la définition a un petit peu évolué pour se concentrer davantage sur la capacité individuelle à faire des choix volontaires et à transformer ces choix en action, plutôt que sur les transformations sociétales. Et comme nous le verrons plus tard, aujourd'hui, il y a un petit peu deux conceptions de l'empowerment qui s'opposent, une conception radicale et une conception plus libérale. L'empowerment est également apparu dans le champ psychosocial un petit peu plus tard, dans les années 80,
un courant psychiatrique nord-américain qui a été mené par un psychologue qui s'appelle Julian Rapaport. Donc le courant dont il était le fer de lance s'appelle la psychologie communautaire, va à son tour s'emparer du concept de empowerment. Donc ce courant en fait, de pensée incite les travailleurs sociaux à recentrer leur travail sur le sujet, qui est pris comme un individu particulier dans son contexte. Et on s'appuie sur ses compétences, on l'aide à se construire ou à reconstruire l'estime de soi et une conscience critique. Donc selon Julian Rapaport, l'empowerment c'est un processus par lequel les personnes, les organisations, les communautés acquièrent le contrôle des événements qui les concernent. On retrouve en fait dans cette approche la notion de pouvoir d'agir, qui est souvent utilisée comme une traduction de l'empowerment. Le sujet s'inscrit dans une démarche de changement dans laquelle il va développer sa capacité à agir sur son environnement. Et il prend part en fait activement aux transformations qu'il vit pour faire évoluer lui-même sa situation. Et un des enjeux du développement du pouvoir d'agir, c'est de reconnaître la capacité des personnes à prendre part aux décisions qui les concernent et à augmenter individuellement ou collectivement leur périmètre d'action pour accéder à l'autonomisation. Donc ce sont surtout les travailleurs sociaux québécois qui ont développé cette approche. Et aujourd'hui, les accompagnements de type coaching qui se répandent dans le champ du développement personnel, et notamment dans le domaine des entreprises, vont s'inspirer assez librement de ce courant. Donc cette définition d'empowerment s'attache en fait à l'organisme psychique du développement du pouvoir d'agir. Et on voit bien, effectivement, l'empowerment est un concept polymorphe. En fait, il va être employé dans différents contextes. À l'origine, l'empowerment, c'était un terme qui était utilisé pour mener une lutte, en vue de transformer la société. Et puis aujourd'hui, il est largement employé dans une conception un peu plus capitaliste parce qu'on se concentre sur le mécanisme psychique de l'individu. Donc il y a une conception radicale qui est orientée sur la transformation de la société pour libérer les populations opprimées de l'emprise des classes dominantes, et une conception libérale qui est orientée sur le développement personnel de l'individu pour lui permettre de libérer son potentiel. Et donc en fait, les tenants de la conception originelle radicale reprochent souvent aux organisations internationales qui utilisent le terme dans sa conception libérale de le confisquer pour finalement enjoindre l'individu à s'adapter au modèle dominant plutôt qu'à le transformer. Mais vous verrez que pour moi, ces deux conceptions ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre, et au contraire, leur interaction est nécessaire. Donc je vais maintenant discuter le lien entre empowerment, genre et handicap, puisque c'est peut-être du colloque. Tout d'abord, le lien avec le genre, comme vous l'avez compris, le lien avec le genre est très ancien, puisque le féminisme est un des berceaux de l'empowerment. Et d'ailleurs, c'est notamment sous l'angle du féminisme que l'empowerment est rentré dans le champ du développement international. Suite à la publication en 1987 d'un livre qui s'intitule Development Crisis and Alternative Vision, Third World Women's Perspective, qui était rédigé par un collectif qui s'appelle Dawn, Development Alternative with Women for New Era, qui est un mouvement féministe des pays du Sud, et toujours en Inde. Alors, du coup, c'est développement, crise et vision alternative, perspective pour les femmes du tiers-monde. L'ouvrage traite de la double problématique de la condition des femmes et de la pauvreté, et il prône un processus de transformation bottom-up qui permet aux femmes et aux pauvres de prendre conscience, à la fois individuellement et collectivement, des rapports de domination qui les marginalisent pour construire leur capacité à transformer radicalement les structures économiques, politiques et sociales négatives. Historiquement, effectivement, sous le genre, l'empowerment a appréhendé dans sa conception plutôt radicale. En ce qui concerne le handicap, le concept d'empowerment a émergé beaucoup plus récemment, mis à part au Canada, où, comme je le disais tout à l'heure, les travailleurs sociaux ont développé depuis longtemps une approche orientée sur le pouvoir d'agir. Alors en France, il existe des associations, des collectifs qui œuvrent depuis de nombreuses années pour une société inclusive qui est basée sur l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Alors moi je suis juriste, donc je connais bien la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Et donc cette loi, en fait, elle mérite de marquer un tournant dans la conscience collective du statut qui convient d'accorder aux personnes en situation de handicap. Pour autant, il reste aujourd'hui à développer des dispositifs ad hoc
pour répondre aux exigences qui sont contenues dans ce texte, afin que la volonté politique de favoriser l'inclusion et l'autonomie des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire ne soit pas un peu donc, comme vous l'aurez compris, il n'est pas facile de donner une définition officielle de l'empowerment, parce qu'elle dépend du contexte dans lequel le terme est utilisé. Selon deux auteurs qui ont beaucoup travaillé ensemble, une sociologue urbaine française qui s'appelle Marie-Hélène Papier et une économiste féministe américaine qui s'appelle Caroline Lillionaire, l'empowerment originel recouvre trois dimensions. Le pouvoir de changer sa vie en tant qu'individu, ça c'est l'aspect développement personnel, le pouvoir avec sa communauté de transformer ses conditions de vie, donc là c'est une approche collective de solidarité, et puis le pouvoir de transformer la société. Donc la définition que je retiendrai aujourd'hui sur le thème des femmes en situation de handicap, c'est l'empowerment, c'est un processus de changement qui permet aux personnes fragiles ou vulnérables d'agir sur leur environnement pour faire évoluer leur situation selon leur propre volonté. En fait, pour moi, dans le concept d'empowerment, il y a deux mouvements. Un mouvement qui est centré sur l'individu, par lequel le sujet va prendre conscience de sa situation, il va exprimer la volonté qui est nécessaire pour agir sur celle-ci selon ses propres objectifs. Et puis un mouvement qui est tourné vers l'extérieur, par lequel l'individu va se donner les moyens d'agir sur un plan individuel ou collectif pour faire évoluer sa situation. Et on retrouve ainsi les ingrédients de la conception radicale et de la conception libérale dans une approche qui tient compte du lien entre le développement personnel de l'individu et l'intégration de son action dans un dessin collectif. Peut-être l'un ne peut pas aller sur l'autre. Et partant de cette définition, comment on décrit l'empowerment en pratique? Parce qu'en fait, l'empowerment, ça ne se décrète pas. On ne peut pas enjoindre quelqu'un à développer son pouvoir d'agir, surtout quand il est dans une situation où il se sent vulnérable. Donc, alors voilà. Donc il est nécessaire d'accompagner en fait les publics fragiles dans le processus de changement qui leur permettent d'agir sur leur situation. Donc je partirai de deux constats. Le premier, c'est qu'à l'heure actuelle, la prise en charge des publics fragiles se fait sur des procédures qui sont relativement standards et qui sont régies par une logique institutionnelle. Et ce système, de mon point de vue, moi de praticien, ne permet pas de prendre en compte les particularités qui sont propres à chaque situation. On a aujourd'hui un programme, l'ambition d'un dispositif, qui est le dispositif Zéro sans solution, qui a été lancé le 1er janvier 2018 par Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée de l'hôpital. Si on veut arriver à atteindre les exigences qui sont contenues dans ce programme, il faut arriver à étoffer l'offre d'accompagnement pour permettre une inclusion en milieu ordinaire dès que cela est possible. Il y a un comité de pilotage national qui est chargé de plancher sur ce sujet. Donc c'est intéressant de voir toutes les initiatives qui sont en train de se développer. Donc l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'autonomisation, c'est un enjeu sociétal majeur aujourd'hui. Le deuxième constat que j'ai fait, c'est sur la vulnérabilité particulière des femmes en situation de handicap. Moi, lorsque j'ai pris connaissance du thème de la conférence, je me suis tout de suite interrogée sur l'impact que le genre peut avoir sur le handicap. Moi, je connais bien le handicap. Après, c'est vrai que je n'étais jamais nécessairement interrogée sur le fait de savoir si le fait d'être une femme, est-ce que ça a une influence sur la façon dont le handicap était vécu? Est-ce que le fait d'être une femme, ça va constituer un obstacle supplémentaire pour l'intégration dans le milieu ordinaire? Et donc, je n'avais pas nécessairement conscience de la vulnérabilité des femmes en situation de handicap jusqu'à ce que je découvre les statistiques sur les agressions contre elles sont la cible, puisque 4 femmes en situation de handicap sur 5 sont victimes de violences physiques, sexuelles ou économiques. Et moi, ce constat va tout simplement effaré. Donc, sans prétendre aucunement apporter de solution miracle, je vais vous présenter un éclairage sur la notion d'accompagnement et vous présenter un dispositif innovant, qui est un dispositif dans lequel je crois très fort, qui est le case management. Tout d'abord, justement, je voudrais distinguer accompagnement et prise en charge, parce que ce n'est pas du tout la même philosophie. Et la différence va tenir notamment à la façon dont le handicap est appréhendé. En fait, historiquement, le handicap repose sur une notion de compensation. C'est un terme qui est né au XVIIe siècle, pas du tout pardon. On n'entend pas et la vélotechnie n'entend pas. Désolé.
C'est le micro qui est... Ah, d'accord. D'accord. Donc je voulais distinguer, ça va mieux? Après ça résonne. Je voulais distinguer accompagnement et prise en charge. Et comme je disais, ça dépend de la façon dont le handicap est appréhendé. Donc historiquement, le handicap repose sur la notion de compensation. Il est né dans un contexte complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, au XVIIe siècle, et il désignait une somme d'argent qu'un acquéreur devait ajouter lorsqu'il troquait un bien d'une valeur supérieure à celle dont il se défaisait. Pendant longtemps, le handicap était abordé comme un déficit organique qu'il était nécessaire de combler. Et pourtant, en 1980, dans le discours d'ouverture au cours duquel a été présentée la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé par l'OMS, il a été rappelé à cette occasion que le handicap dépend à la fois de facteurs environnementaux et de facteurs organiques. Donc en fait, le handicap, ce n'est pas un attribut de la personne, et c'est un état dans une situation donnée. On n'est pas handicapé tout court, en fait, on est handicapé pour une situation donnée. Et donc, dans le concept de prise en charge, le handicap va être traité sous l'angle de la résolution de problèmes. La personne va suivre un protocole dont l'orientation est fixée par des professionnels. Elle n'est en général pas associée aux décisions qui sont prises, et puisqu'elle n'est pas responsable des choix qui la concernent, elle est finalement l'objet du processus de changement. Alors que l'accompagnement, au contraire, va viser à impliquer la personne en tant que sujet dans ce processus de changement. Donc, un auteur, Yves Clos, fait apparaître le lien entre la subjectivation, c'est-à-dire la capacité à se reconnaître comme sujet, à faire émerger le je dans le discours, et le développement du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que l'accompagnement permet au bénéficiaire de prendre conscience de sa situation, de conscientiser sa situation, et de contribuer lui-même à développer les moyens qui vont lui permettre de la faire évoluer. Et c'est ce qui participe au processus d'autonomisation. Donc en fait, il s'agit de mettre en mouvement le bénéficiaire en s'accordant à son rythme et selon la direction qu'il a choisie. Donc l'accompagnement, il est centré sur la situation, c'est la situation qu'on fait évoluer, et non pas sur le bénéficiaire. On ne va pas lui demander de changer, on va lui demander de faire évoluer sa situation. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret? Un cas? Oui, alors moi je travaille, alors ça sera sur l'accompagnement par exemple, j'ai accompagné une jeune fille qui a eu un très grave accident et donc qui s'est retrouvée tétraplégique suite à cet accident. Donc auparavant elle était sur une carrière plutôt manuelle, elle était coiffeuse. Donc elle ne pouvait plus, suite à ça, exercer son activité professionnelle et elle était persuadée qu'elle ne pourrait plus jamais retravailler. Et donc il se trouve qu'elle avait fait adapter son logement à son handicap. Et quand je me suis rendue chez elle, j'ai dit mais c'est super ce que vous avez fait, c'est vrai que c'est très bien conçu, c'est très joliment décoré. Et puis je lui ai fait beaucoup discuter sur la façon dont elle avait mené son projet, sur ce qu'elle a fait. Et en fait, ça lui a permis de prendre conscience qu'effectivement, elle avait cette capacité qui lui était propre, qu'elle avait réalisé quelque chose qui était important, que même si elle n'avait plus la possibilité d'utiliser ses bras et ses jambes, sa tête fonctionnait encore très bien. Et en fait, elle m'a dit, vous savez, peut-être que le jour où vous abandonnerez quelqu'un d'autre et que vous aurez besoin de quelqu'un pour l'aménagement du logement, si ça se trouve, vous pourrez faire appel à mes services. Et là, d'un seul coup, si je lui avais dit, bon écoutez, on va rentrer dans un programme, je vais vous remettre au travail, on va trouver quelque chose, ça n'aurait jamais marché. Là, en nous en parler de tout ce qu'elle avait mis en place, elle a trouvé toute seule. Elle a trouvé en elle les ressources finalement de mener un projet qu'elle va réaliser ou pas, c'est son choix. Mais en tout cas, ça lui a redonné confiance, elle qui était sur un métier plutôt manuel, ça lui a redonné confiance sur plein de ressources qu'elle avait en elle et dont elle n'avait pas nécessairement conscience.
Donc ça c'est une histoire que j'aime bien raconter, puisqu'effectivement c'est un exemple typique où je ne suis pas allée avec une solution toute faite, avec mon idée à moi préconçue, pour lui dire on va faire comme ça. C'est venu d'elle en fait, même si j'avais bien une idée derrière la tête. Donc au niveau de la posture de l'accompagnant, on doit être dans une posture très ouverte quand on accompagne ces publics. Donc Maëlle Paul, qui est docteur en sciences de l'éducation, a beaucoup écrit sur ce thème de l'accompagnement et elle décrivait dans un article publié en 2012 la posture de l'accompagnement qu'elle nomme une posture de pédagogie active et qui fait référence à 5 caractéristiques. Donc c'est une posture à la fois éthique, de non-savoir, c'est-à-dire que l'accompagnant ne se pose pas en sachant ni en expert. Une posture d'écoute, c'est l'écoute active, donc on agit beaucoup par le dialogue. Donc le dialogue, c'est le quatrième pilier, et une posture émancipatrice, puisque le but, c'est justement d'arriver à faire en sorte que la personne elle grandisse dans cet accompagnement et on l'aide à grandir. Donc l'accompagnant doit instaurer une relation qui est personnalisée et surtout une relation de confiance qui va favoriser l'interaction dans un rapport d'égal à égal. Moi, c'est ce que j'instaure avec mes bénéficiaires. Donc cette attitude permet à une personne qui se sent vulnérable de pouvoir exprimer ses désirs, de prendre confiance dans son jugement et dans ses capacités à agir. Et c'est dans cette relation d'aide particulière que l'empowerment pourra prendre naissance. Donc je vais vous parler du case management, qui est encore une fois un terme anglais, et je suis désolée, et qui n'a pas de traduction non plus satisfaisante en français. Donc c'est un dispositif qui est né en Amérique du Nord dans les années 70 également, pour assurer aux populations défavorisées l'accès aux services de santé. Au départ c'était ça, l'idée c'était de coordonner des services de soins pour résoudre des situations complexes, et il s'est ensuite étendu dans de nombreux pays occidentaux, et il va couvrir divers domaines, la santé mentale, le travail social et les assurances, qui était moi mon domaine d'origine. Et finalement, la France ne s'est intéressée que très récemment à ce dispositif qui est encore très méconnu. Alors aujourd'hui, il y a une formation qui est dispensée par l'Université de Tours, qui reçoit actuellement sa 3e promotion. Moi, je suis issue de la 2e. Et donc, fort de ce dynamisme qui est né au cours de cette formation, nous avons décidé de relancer l'Association française de case management, dont j'ai pris la présidence au mois de janvier, pour fédérer tous les praticiens qui sont soucieux de développer un case management de qualité. Donc les case management, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'accompagnement personnalisé qui repose sur un programme, un modèle, une méthode. Le programme, en fait, répond à des objectifs d'intérêt général. Donc ça, il est fixé par le groupe qui décide de le développer, mais ça doit répondre de toute façon à une mission de service public. Le modèle dépend de la façon dont le programme va être opérationnalisé, et la méthode, c'est une méthode agile qui va se concentrer non pas sur les déficits qu'on va tomber, mais sur les ressources qu'on va développer. Pour vous donner un exemple, moi, par exemple, je développe personnellement un programme de case management. Mon programme, c'est d'arriver à améliorer la situation des personnes en situation de handicap suite à un accident corporel et d'accélérer en fait les procédures d'indemnisation. Mon modèle, c'est un modèle de case management libéral. Et la méthode que j'emploie, c'est d'arriver à accompagner cette méthode agile dont je parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est un processus qui est novateur, qui permet de décloisonner le modèle de prise en charge classique des publics fragiles pour gérer les situations complexes pour lesquelles la prise en charge n'est pas suffisante. Le case manager est le référent unique de la situation et il va coordonner l'intervention des différents partenaires en fonction du sens qui est donné par le bénéficiaire à la situation. En fait, on repart toujours finalement de ce que le bénéficiaire, de l'orientation qu'il souhaite donner à sa situation. Et donc la méthode agile qui est déployée, elle est inspirée de la théorie de l'effectuation qui a été développée par une chercheuse d'origine indienne, Saras Saravasti. En fait, c'est une démarche d'entrepreneur finalement. C'est-à-dire que le case manager oriente son action en fonction des ressources qu'il a à sa disposition, ainsi que celles qu'il va développer avec les partenariats, etc. C'est souvent, on reprend souvent l'image du frigo en fait, c'est-à-dire que
On ne va pas arriver avec une recette toute faite. On ne va pas dire, par exemple, aujourd'hui je vais faire une tarte aux fraises de telle façon, j'ouvre mon frigo, il n'y a pas les ingrédients pour faire la tarte aux fraises. Donc du coup, je ne peux pas le faire. En fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord ouvrir le frigo, regarder ce qu'il y a dedans, et puis finalement construire un gâteau avec ce qu'on va trouver dans le frigo. Donc on ne va pas agir selon des objectifs qui sont dans un plan d'action prédéfini. On va s'ajuster en fonction du rythme et des représentations du bénéficiaire. Et d'ailleurs, souvent, ils vont plus vite que ce qu'on pense, une fois qu'on arrive à déclencher ce pouvoir d'agir. Donc, pour terminer rapidement, on ne s'interroge pas en fait sur le pourquoi, on s'interroge sur le comment. C'est-à-dire qu'on mène un entretien qui permet au bénéficiaire de conscientiser sa situation. On va lui demander comment est sa situation, comment il la vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il souhaite garder dans cette situation? Qu'est-ce qu'il souhaite changer? Et puis comment on va faire pour avancer? Donc il est complètement impliqué dans ce processus de changement. Et puis on l'aide à renouer avec la notion de plaisir, puisqu'effectivement l'objectif c'est d'arriver à faire découvrir de nouveaux apprentissages, de nouvelles expériences. Et donc c'est là que je fais le lien avec le sport, puisqu'effectivement la motivation est un facteur essentiel dans la capacitation. Le sport, c'est un formidable moyen d'expérimenter, d'éprouver l'évolution de la situation, d'avancer sur le chemin du développement personnel. Et puis, par sa dimension fédératrice, il est également un vecteur important d'intégration sociale. C'est pour ça que moi, je laisserai les autres intervenants qui sont beaucoup plus qualifiés que moi de parler de cette thématique du sport, mais pour moi, effectivement, le choix de lier le sport et l'empowerment était extrêmement judicieux.